Good morning poker! Aujourd'hui, nous allons parler des tirages et des outs. Comme nous avons vu précédemment, il faut évaluer les possibilités de tirage de sa main par rapport aux cartes communes du board, ainsi que celles de nos adversaires pour analyser correctement chaque situation. Dans le poker, les outs se réfèrent aux cartes restantes dans le jeu qui pourraient améliorer votre main et potentiellement vous donner le gain du coup. Par exemple, si vous avez un tirage couleur, 2 cartes en main à carreau et 2 cartes à carreau sur le board, vous attendez une 5e carte à carreau sur le board pour compléter votre couleur. Il y a alors 9 cartes dehors, ce sont les outs. En effet, il y a 13 cartes à carreau en tout dans le jeu, moins les 4 cartes déjà visibles. Pour calculer vos chances de tirer une de ces cartes, de ces outs, à la prochaine street, que ça soit le turn ou la river, vous pouvez utiliser la règle du 2 et du 4. Vous multipliez simplement le nombre d'outs que vous avez compté par 2 par street et par 4 si vous envisagez qu'il y ait 2 streets à venir pour obtenir vos chances en pourcentage de toucher le tirage. Par exemple, si vous avez un tirage couleur avec 9 outs après le flop, vos chances d'améliorer votre main à la turn sont d'environ 18%, 9 outs multiplié par 2%. Si vous comptez 2 streets, turn et river, par exemple parce que vous êtes à all-in et votre adversaire aussi, il y a donc 2 cartes à tirer forcément, puisqu'on va voir le showdown, turn et river. Vos chances à la river sont doublées, donc de 18%, elles passent à 36%, à savoir 9 out multiplié par 4. C'est pour ça qu'on appelle ça la règle des 2 et 4. Dans le calcul réel des probabilités que je vous passerai, en réalité, on est à 20% sur la première street, sur le turn, et à 35% sur les deux streets. Mais une approximation de 2% par out est suffisante pour faire nos calculs et prendre nos décisions correctement. Pourquoi on a 2% par out? C'est très simple. Il y a environ 50 cartes dans un jeu, 52 exactement, ce qui est exactement la moitié de 100. Donc si on avait 100%, on aurait 1% par carte qui nous manque. Et comme on n'en a que la moitié, donc 50 cartes, ça correspond à peu près à 2%. C'est de là d'où vient le lien entre 2% et les outs. Et cette règle de 2% par carte peut vous servir dans plein de calculs pour simplifier vos décisions. On va calculer notre equity, c'est-à-dire les chances de gagner un pot, comme dans l'expression par équitable. Donc, si on avait 3 joueurs dans un pot, comme 3 personnes qui sont dans un héritage, chacune a une equity de 33%, un tiers si vous préférez, 100 divisé par 3, ce qu'on appelle à part égale. C'est pour ça qu'on dit équitable, equity. Mais si l'un des joueurs a une meilleure main, son equity augmente et celle des autres joueurs diminue d'autant pour que la somme de toutes les equity des mains qui sont en lice dans ce coup fasse toujours 100% en tout. Le pot va être attribué à quelqu'un et donc la répartition équitable correspond à la force de la main de chacun des joueurs. Examinons ici une equity pré-flop, As-Roi, qui, comme vous l'avez vu dans des épisodes précédents, est une main premium. Elle a presque 40% de chances de l'emporter face à Valet 8 suité, qui n'a que 37,9% de chance. Vous voyez que ce n'est pas très éloigné d'ailleurs de As-Roi, Valet 8, alors que As-5, qui pourtant comprend un As, n'a que 22%
environ de chances de gagner ce coup. C'est pour ça qu'on appelle As-5 une main spéculative. Les joueurs qui jouent les As avec un petit cœur sont souvent dominés par des joueurs qui sont entrés dans le coup avec tout simplement un As avec un meilleur kicker, comme ici As-Roi qui domine clairement As-5. Et donc il vaut mieux rentrer dans un coup avec des connecteurs gapés, double gapés comme Valet 8 suité ici, qu'avec As-5. Sauf que avec As-5, on a un potentiel de tirage nut flush, c'est-à-dire la couleur maximum. Post-flop, tout est changé. L'equity post-flop de As-Roi sur un flop pourtant As-Valet 2 descend à 36%. Et cette main n'est donc plus favorite alors qu'elle a touché la paire max avec le meilleur kicker possible. Ce qu'on appelle en franglopoc top pair, top kicker ou en abrégé TPTK. Top pair, top kicker. Donc notre As-Roi, il est dominé par As-5 suité, parce que As-5 suité a non seulement la top pair, mais il a aussi un tirage couleur. C'est ça les fameux outs qui se sont ajoutés avec cette main, et donc elle est devenue favorite avec 46,6%. Quant à notre joueur qui a Valet 8 suité, il est loin derrière, il n'a plus que 17%, donc il a beaucoup chuté par rapport à pré-flop. Pourquoi? Parce qu'il n'a que la deuxième paire, puisqu'il a une paire de valets ici avec le board, et ses chances de couleur sont minces par rapport au carreau, puisque en tout il n'y a que 3 carreaux visibles, il manque 3 trèfles, il manque donc 2 trèfles pour faire couleur, alors qu'il manque qu'un seul carreau. Quand il manque 2 cartes pour réaliser un tirage, on appelle ça une backdoor, toujours dans le jargon du poker. En français, porte dérobée, ça veut dire qu'il va nous falloir 2 cartes sur les 2 qui viennent pour finalement obtenir la flush à trèfle. As-Roi, lui, a ce qu'on appelle une main faite, parce qu'il a déjà la meilleure paire avec le meilleur kicker, et As-5 a une main faite, puisque As fait la meilleure paire, mais avec un kicker faible, et en plus un tirage nut flush, un tirage couleur max, qui se réalisera si n'importe quel carreau apparaît lors de la street suivante. La tactique de As-Roi est de miser ici pour value et protection de sa main, qui pour le moment gagne le coup, notamment si les autres joueurs foldent sur sa mise. Et donc il va miser assez fort ici pour décourager évidemment l'éventuel joueur qui aurait une couleur parmi ses deux adversaires. Quant à As-5, il est favori grâce à son tirage. Il va donc payer jusqu'à un certain montant correspondant à son equity par rapport au tirage. Ici, il va payer n'importe quelle mise jusqu'à la hauteur du pot et même au-delà par rapport à son equity. Donc il est important de savoir se situer sur un coup non seulement pré-flop mais post-flop. Quant à Valet 8, il a une main marginale qui devra folder probablement contre une mise du joueur avec As-Roi. Mais dans ce coup, ce joueur en fait est une calling station et il va payer. On va donc voir la suite au turn. On voit ici au turn que chaque street peut complètement modifier l'equity de chacun des joueurs. Et ce 8 de carreau est une carte extrêmement dangereuse pour le joueur qui a la main faite, puisque ses pressentiments d'une couleur se sont avérés ici exacts. Et donc, le joueur qui a la main faite, As-Roi, en fait ici, a toujours la top pair, mais on s'aperçoit en regardant les probabilités qu'en fait, il est drawing dead. Il a 0% de chance
de gagner ce coup. Comme nous avons vu dans un épisode précédent de Good Morning Poker, Drawing Dead, ça veut dire que quelles que soient les cartes qui vont apparaître ici, en fait, As-Roi n'a aucune chance de remporter le coup. On va vérifier ça. Supposons qu'un As tombe à la river, donc que le As-Roi suive une mise, ou bien tout le monde check, et la river est annoncée. Ça lui fera donc brelan d'As. Brelan d'As est battu par la nut flush qui est déjà présente sur le turn. Comme il n'y a pas de doublette, il ne peut pas faire full, et donc il n'a aucune chance d'améliorer et de battre la couleur max. Pour le roi, c'est pareil. Si un roi sort river, ça ne fera que deux paires, double paire pour lui, et donc ça ne lui permettra pas de battre la nut flush que As5 a déjà réalisé. Voyons maintenant le cas de Valet 8 suité. Valet 8 a touché une double paire ici, ce qui peut être assez enthousiasmant, mais en fait, il n'a que 10% à peu près de chances de remporter cette confrontation. D'où viennent ces 10%? Il s'agit simplement d'une doublette, soit du valet, soit du 8, qui lui ferait à ce moment-là full river et qui lui permettrait d'obtenir une meilleure main que la nut flush. Dans cet exemple, As5 décide de faire all-in et As-Roi et Valet 8 ont payé, ce qui s'appelle, maintenant vous le savez, une magnifique livraison. Dans 90% des cas, As5 va remporter un pot énorme. Il a donc extrêmement bien joué de miser très fort ici et les autres joueurs ont commis une erreur de payer. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes dans un coup, le réflexe à prendre, c'est d'imaginer quelles sont les possibilités de cartes que pourraient avoir les autres joueurs qui, combinés, feraient des mains qui nous battraient de manière à savoir, ou qui amélioreraient leur jeu sur les streets suivantes, de manière à voir qui est devant et pourquoi. Vos décisions seront beaucoup plus valables et c'est la clé du poker. Ce qui compte au poker n'est pas de gagner ou de perdre un coup en particulier, d'avoir, comme on dit, chaté ou déchaté, c'est-à-dire d'avoir eu de la chance ou pas par rapport aux probabilités de gagner le coup. Par exemple, si un valet apparaît à la river, eh bien, malheureusement, As5 va perdre le coup alors qu'il était favori à 90%. Il va donc prendre ce qu'on appelle un bad beat. Donc, au poker, ce qui est important, ce qui est fondamental en fait, c'est de prendre les bonnes décisions. Celles où vous avez le plus de profit potentiel par rapport à la situation, par rapport au spot. On appelle ça l'expected value. C'est-à-dire le profit potentiel que vous avez par rapport à une situation donnée, par rapport à vos cartes et aux cartes communes qu'on voit sur le board. Si votre décision était une bonne décision, on dit qu'elle était EV+, Expected Value plus. Si, il suffit pour ça qu'on ait plus que 50% de chances de remporter le pot. Naturellement, une meilleure décision, c'est quand on a un edge plus important, comme une différence plus importante, comme 55%, 60%, 70%, et ici 90%. On ne peut pas faire que des décisions avec 100%, elles sont très rares, et donc on considère qu'on est EV+, dès lors qu'on a au moins dépassé la moitié du potentiel de gain par rapport aux mises. Et le fait de call avec J8 ici était EV-, puisque cette main n'avait que 10% de chance, à moins évidemment que la mise demandée par rapport au pot soit justement en dessous des 10% demandés. Donc vous évaluez le montant qu'on vous demande pour le call, et ici c'était un all-in, donc c'était un montant important du pot,
Et de l'autre côté, vous évaluez le gain potentiel, c'est-à-dire le pot, inclut votre mise. On va travailler naturellement ce sujet abondamment dans les prochains épisodes de Good Morning Poker. Le reste, comme les bad beats, ne sont que des péripéties temporaires. Il est donc important de connaître les outs par cœur, suivant le type de tirage, de manière à situer rapidement, lorsque vous avez une main faite ou un tirage, quelle est la situation en pourcentage de chacun des joueurs. Notez qu'à 2 joueurs, vous pouvez trouver l'equity de la main faite en enlevant tout simplement le pourcentage lié aux outs à 100%. Je vais vous donner un exemple. Si l'adversaire a un tirage flush, comme on a vu avec le cas précédent, au turn, dans le cas où il ne reste plus que la river pour toucher sa flush, vous aurez 9 outs contre vous et tous les autres cartes du paquet seront favorables à vous, avec votre main faite, par exemple, top pair, top kicker. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de calcul? Eh bien, vous avez 18, 9 fois 2, 18% de chance contre vous et vous avez 100% moins 18 avec vous, à peu près 80, donc ça fait 82. Donc, vous avez environ 80% de chance de remporter le coup lorsqu'il ne reste plus qu'une carte en tirage par rapport à la river et que vous avez une possibilité de couleur chez votre adversaire. Si la couleur n'apparaît pas à la river, vous ne devez pas folder la moindre mise de votre adversaire et si au turn il mise quoi que ce soit, vous devez payer parce que vous êtes largement favori par rapport à ses chances de tirage. Vous avez 80% de chances de remporter le coup. Alors, on va regarder plus attentivement le tableau des outs. Encore une fois, qu'il faut vraiment bien connaître de manière à réfléchir rapidement lors d'un coup, surtout online où vous avez quelques secondes et même en live. Donc, vous devez savoir que une paire que vous avez en main pour qu'elle s'améliore en brelan, évidemment, vous n'avez que 2 outs puisqu'il n'y a que 4 cartes de la même sorte dans un paquet. Par exemple, vous avez une paire de 7 et vous dites combien il reste de cartes dans le paquet qui vont transformer mon 7 en brelan lors du post-flop. Ben, vous en avez que 2 puisque 2 et 2, 4. Et donc, vous avez 2 outs. Ça fait pas beaucoup évidemment et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un set mine. On part à la mine pour arriver à faire un brelan, un set. La deuxième paire, vous avez 3 outs puisque vous en avez déjà un en main, une carte en main. Donc pour faire une deuxième paire, ça équivaut à 3 outs. Pour la quinte ventrale, le tirage quinte ventrale qu'on appelle gut shot. On a donc 4 outs. Par exemple, la gut shot a besoin d'une carte précise. Imaginons que l'on a 10, 9, 7, 6 entre les cartes qu'on a en main et celles qui sont sur le board. On a besoin d'un des 4 8 du paquet pour obtenir la quinte ventrale, la quinte gut shot. Pour ce qui est de 2 paires qui se transforment en full, eh bien, il reste 4 outs, 2 par paire qui pourrait s'améliorer. Très clair. Pour les overcards, c'est-à-dire les cartes qui sont supérieures à toutes les cartes qu'on voit sur le board, par exemple, vous avez As-Dame sur un board 10, 8, 5, eh bien, il reste 3 As et 3 Dames, c'est-à-dire 6 outs, pour vous améliorer, avoir une paire la plus forte, une top paire sur le board.
Pour qu'un brelan se transforme en full, il y a donc de la même manière 7 outs. Et je vais vous parler de la quinte que j'appelle la quinte banana. Je vais donner le nom de banane parce qu'une banane, elle a deux bouts. Et donc, si vous avez par exemple entre ce que vous avez en main et ce qu'il y a sur le board 10, 9, 8, 7, il manque soit le valet d'un côté, soit le 6 de l'autre pour faire quinte. Et donc, il manque une carte à chacun des deux bouts du tirage quinte. Comme un tirage quinte en anglais s'appelle straight draw, le nom anglais de ce tirage par les deux bouts s'appelle OESD, Open-Ended Straight Draw, ce qui veut dire un tirage quinte avec les deux fins ouvertes. C'est évidemment beaucoup moins rigolo que le tirage quinte banane. Et donc, c'est pour ça que pour avoir un moyen mnémotechnique, vous pouvez l'appeler aussi comme ça. Et là, il y a 8 outs, puisque d'un côté, il manque 4 valets, qui sont encore quelque part dans le paquet, et 4 6, ce qui fait 8 outs. On peut aussi avoir encore plus de combinaisons que ça et encore plus d'outs avec ce qu'on appelle les tirages combos. Par exemple, un tirage flush plus un tirage quinte. Et donc les outs s'ajoutent. Mais attention, dans ce cas, n'oubliez pas de compter les outs une seule fois. Par exemple, si vous avez un tirage flush à carreau et que le valet de carreau fait aussi une quinte, il faut le compter soit dans les 9 outs de la flush, soit dans les 4 outs du valet pour faire une quinte. Un tirage combo flush draw plus straight draw gut shot va donc avoir, dans cet exemple, non pas 13 outs, mais seulement 12. 9 pour la flush, 4 pour la quinte ventrale, moins 1 pour le valet qui est dans les deux catégories, ce qui fait 12.